le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon début de week-end à tous et à toutes. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François Smith, Jean-Julien Robbins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, les journalistes Maria et Dimitri Muratov, lauréats du prix Nobel de la paix. Le comité Nobel a récompensé leur combat courageux pour la liberté d'expression, leurs pays respectifs, les Philippines et la Russie. Voici un reportage signé Euronews. À gauche, Maria Ressa. À droite, Dimitri Muratov, tous deux journalistes et lauréats du prix Nobel de la paix 2021. Ils ont été distingués pour leur engagement dans la liberté d'expression. Ils sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables, a souligné la présidente du comité Nobel norvégien Berit Reiss-Andersen. À la fois américaine et philippine, Maria Ressa est la cofondatrice du site d'information Rappler qui a porté, selon la présidente du Nobel, une attention critique à la campagne anti-drogue controversée et meurtrière du régime de Duterte, le président philippin. Le second lauréat est russe. Dimitri Muratov, rédacteur en chef du journal d'investigation Novaya Gazeta, partageait son bureau avec une collègue journaliste tristement célèbre. Depuis la création du journal, 6 de ces journalistes ont été tués, dont Anna Politkovskaya, qui a écrit des articles révélateurs sur la guerre en Tchétchénie, a rappelé la présidente. Dimitri Muratov leur a dédié son prix. En Irak, les appels au boycott des élections législatives se multiplient. Bagdad se souvient des manifestations de 2019 réprimées dans le sang par des milices pro-Iran et les forces de l'ordre irakiennes. Donc quand se préparent les élections législatives le 10 octobre, de nombreux militants appellent au boycott de ce scrutin. Voici un reportage signé TV5 Monde. Place Tahrir à Bagdad. En 2019, elle est le théâtre de manifestations écrasées par des milices armées pro-Iran et les forces de l'ordre irakiennes. 600 personnes perdent la vie dans les affrontements, d'autres sont enlevées ou victimes d'assassinats ciblés. Les enquêtes promises par le gouvernement pour retrouver ces assassins sont au point mort. Mortada, un ingénieur de 25 ans, faisait partie de la révolte. Nous avons été réprimés par des snipers, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Nous avons été dispersés par des milices et les forces de sécurité. Mon ami Safa est morte, juste là-bas. Ahmed, un autre ami, est mort là-bas. Mohamed Al-Mokhtar est mort juste là. Je revois tous mes amis ici, mais ils ne sont plus là. Et la place Tahrir est vide. Mes amis sont morts. Ils avaient des rêves et des ambitions qu'ils ont portés avec eux à Tahrir. Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Soudain, l'interview prend une autre tournure. Alors que nous avons toutes les autorisations pour filmer, l'un des membres des forces de sécurité de la place Tahrir s'approche pour écouter Mortada. Nous avons des ordres. Lorsque quelqu'un veut filmer ici, les forces de sécurité doivent contrôler le tournage. Nous devons vérifier que tu ne dises rien qui aille à l'encontre des forces de sécurité, du gouvernement ou d'autres factions armées. Ok, je comprends. Ce n'est pas de votre faute. Vous faites juste votre travail. Je ne vais pas être dur avec cette journaliste, car je vais supposer qu'elle ne comprend rien à la situation. Autrement, je peux immédiatement vous obliger à arrêter de filmer et interrompre votre tournage. Une scène qui illustre parfaitement le climat d'intimidation qui pèse sur ces militants irakiens. Mortada est l'un des leaders du foyer national, Al-Bath al-Watani en arabe, le parti politique le plus important né de la révolte de 2019. Plus tard, ce jour-là, il rejoint d'autres membres du parti dans un café du centre-ville. Ils envisageaient à l'époque de candidater aux législatives anticipées, qui était l'une de leurs principales revendications. Mais en mai dernier, quand l'une des grandes figures de l'opposition est assassinée, ils décident, comme des dizaines d'autres candidats et partis, de boycotter le scrutin, lassés d'être traqués en toute impunité.
Avec ou sans la participation des nouveaux partis, ces élections ne changeront rien au système. La plupart des gens boycottent les élections parce qu'ils ne croient pas à ce système qui est répressif et qui nous traite de manière policière. Ils ne me laissent pas parler ou exprimer mon opinion. Regardez tout à l'heure ce qu'il s'est passé sur la place Tahrir. Malgré le retrait de nombreux partis, le gouvernement irakien souhaite maintenir ces élections et promet des mesures pour éviter les fraudes. Mais du côté des autres partis, les appels au boycott se multiplient. Nombreux sont ceux qui ont retiré leur candidature à cause des menaces et violences qu'ils subissent. Au sommet, Afrique-France, les doutes, les espoirs, la colère de jeunes Africains venus de tout le continent. Les jeunes Africains ont exprimé sans farde vendredi leurs attentes et leur frustration sur la démocratie et la relation avec la France lors d'un sommet inédit à Montpellier, Sud privilégiant la parole de la société civile. Voici un reportage signé Africa News. Quelques 3000 participants venus des 54 pays du continent africain ont pris part ce vendredi au sommet Afrique-France. Il se déroulait à Montpellier, dans le sud de l'Hexagone. Un rendez-vous inédit qui privilégie la parole de la société civile. Objectif de cette 28e édition, porter un regard neuf sur la relation entre l'Afrique et la France et offrir un nouveau cadre de réflexion. C'est une politique très stratégique, très intéressante qui va forcément porter des fruits. Et là, vraiment, c'est plus intéressant que par le passé. Au cœur des discussions, la recherche et l'innovation, mais également la culture ou encore l'entrepreneuriat. Aussi, l'héritage colonial et la politique des visas, entre autres. Sur tous ces thèmes, les attentes des participants étaient nombreuses. Les attentes, c'est que justement se libère une parole neuve et aussi qu'on tourne un certain nombre de pages historiques qui, c'est bien normal, ont laissé des traumatismes. Mais enfin, là, vous avez une moyenne d'âge des 3000 participants qui doit être 20 ans de moins que les réunions internationales habituelles. Et donc, ce sont des gens qui vont, dans leur vie, dans leur carrière, dans leur création, qui vont, pendant les décennies qui viennent, jusqu'à la fin du XXIe siècle, imprimer leur marque. Largement évoqué aussi au sommet de Montpellier, le sport, un levier encore peu sollicité. Les jeunes Africains présents ont exprimé aussi sans phare leurs attentes et frustrations sur la démocratie et la relation avec la France, tout en gardant l'espoir que ce sommet soit un nouveau départ et que la jeunesse africaine dans son ensemble soit désormais plus écoutée parce qu'elle a des choses à dire et qu'elle veut être entendue. On est vraiment là pour partager nos visions communes, tous les acteurs de l'Afrique et de la diaspora, de façon à ne faire qu'un en fait pour l'avenir et le développement de l'Afrique. Pour nous, c'est le sport. Donc voilà, ça nous tient à cœur que le sport africain puisse s'émanciper, et notamment à travers les jeunes femmes et les jeunes filles. Aucun chef d'État africain n'avait été convié à ce sommet. Le Sénat américain approuve l'accord pour éviter le défaut de paiement des États-Unis. Le Sénat américain a approuvé jeudi un projet de loi permettant de relever le plafond de la dette des États-Unis jusqu'en décembre et donc d'écarter temporairement la menace d'un défaut de paiement de la première puissance économique mondiale. Voici un reportage signé France 24. En une petite phrase, le chef des démocrates au Sénat désamorce une situation à haut risque pour l'économie américaine. We have reached agreement to extend the debt ceiling through early December, and it's our hope that we can get this done as soon as today. Avec 480 milliards de dollars en plus, la capacité d'emprunt maximale plafonne désormais à près de 29 000 milliards de dollars, évitant aux États-Unis le défaut de paiement. Un chiffre astronomique, mais constamment rehaussé sous les différentes administrations américaines. Jusqu'à présent, les démocrates militaient pour un accord à long terme, mais les républicains ont dit oui pour un accord jusqu'en décembre seulement. All year, the Democratic government has made unprecedented and repeated use of reconciliation to pass radical policies on party line votes. Pour les républicains, cet accord permet pour l'instant de bloquer l'adoption de 2 plans d'investissement massifs de Joe Biden, plusieurs milliers de milliards de dollars pour moderniser les infrastructures ou encore lutter contre le réchauffement climatique. Dossier spécial dans ce journal pour aujourd'hui, pédophilie dans le sport. La pédophilie, si elle est aujourd'hui dénoncée dans l'église, a aussi ébranlé le milieu du sport. Témoignage, scandale à répétition. Le ministère surveille désormais de plus près le profil des bénévoles qui travaillent auprès des mineurs. Voici un dossier spécial signé l'émission C'est dans l'air sur la 5. Coup de tonnerre aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. La superstar de l'équipe américaine Simone Biles abandonne son épreuve en pleine finale de gymnastique. En conférence de presse,
La multiple médaillée justifie cet arrêt brutal. Il faut faire passer la santé mentale en premier. Sinon, vous ne prenez pas de plaisir à pratiquer votre sport et vous n'êtes pas aussi forte que vous le voulez. C'est normal parfois de se retirer de grandes compétitions pour se concentrer sur soi. Déstabilisée dans sa compétition à cause de ses démons, expliquera-t-elle plus tard. Car l'athlète de 24 ans est l'une des victimes de Larry Nassar, l'ex-médecin de son équipe. En 2018, il est condamné à la prison à vie pour des agressions sexuelles commises durant 20 ans sur 265 jeunes femmes. C'est impossible de dire à quel point je suis désolé pour chaque personne impliquée. Les souvenirs de vos témoignages resteront toujours dans mes pensées. Au début des années 90, quelques voix osent briser le silence. La championne de France de lancer de marteau accuse 4 collègues d'agression sexuelle. En 2005, Isabelle de Mongeau révèle que son entraîneur de tennis l'a violée à plusieurs reprises. Mais le témoignage qui signe la fin de l'omerta, c'est celui de Sarah Abitbol. En 2020, l'ancienne championne de patinage artistique accuse son entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Je dormais avec mes petites peluches, oui, et il me réveillait avec sa lampe torche. Et c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. J'étais une jeune fille pleine d'ambition dans le patinage. Et comme toutes les jeunes filles, on rêve au prince charmant. On rêve voilà, d'un amoureux. Et ce qu'il a fait au plus profond de mon corps, c'est terrible et c'est encore terrible aujourd'hui. Dans le monde du patinage artistique, la parole se libère, mais la Fédération des sports de glace met du temps à réagir. Son président Didier Gaillaguet est sommé de démissionner par le gouvernement, mais il se montre inflexible. Ne m'agressez pas, s'il vous plaît. La Fédération est accusée, sur la base de médias pour le moins déchaînés, d'une ministre moralisatrice et selon les opportunistes de circonstances qu'on n'a pas vu d'ailleurs dans les patinoires depuis certains près de 10 ans. Pour être démissionnaire, il faudrait que j'ai commis une faute. Or, je n'estime pas en avoir commise. Face à l'ampleur des scandales, Didier Gaillaguet abandonnera finalement son poste quelques jours plus tard. Passé le choc des révélations, encore faut-il trouver des solutions. C'est la mission de la ministre des Sports qui a créé une base de données unique où sont contrôlées les informations de 2 millions de bénévoles. Pour la première fois dans cette rentrée sportive, nous avons tous les entraîneurs bénévoles, tous les cadres d'État qui sont en position d'entraîneur, de formateur ou bien d'entraîneur national qui ont été soumis à ce croisement d'informations entre leur casier judiciaire et le FIJES qui recense les infractions sexuelles. Un dispositif présenté comme un exemple dans le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Mais est-ce suffisant? Pour la nouvelle présidente de la Fédération des sports de glace, le chemin est encore long. Franchement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Toutes les fédérations ne sont pas forcément dotées d'un comité éthique, n'ont pas forcément eu le temps donc, de faire une charte éthique qui concerne l'ensemble de nos licenciés. C'est l'histoire. On ne doit plus accepter de tels comportements. Et tout le monde en a bien conscience dans le milieu sportif. Depuis la mise en place de la cellule du ministère des Sports il y a 1 an et demi, près de 550 cas d'agressions sexuelles ont été recensés partout en France. C'est le terminus de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Dernière sortie pour cette semaine. Présentation Erlich Dorelas. Production Ed Prod. Réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, du soleil pour ce week-end. Température sur Boston 71 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius. À Jacmel 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.